Alors, je voulais commencer justement par vous demander de vous présenter un petit peu votre travail, votre parcours, votre personne. Alors moi j'ai un parcours un petit peu bordélique. C'est-à-dire que j'ai commencé par des études littéraires et maintenant j'ai un métier qui n'a rien à voir parce que je travaille dans l'import-export. Donc absolument rien à voir, mais donc beaucoup de gens, beaucoup de rencontres et depuis très longtemps en fait j'ai toujours écrit. Pas de problème. C'est bon? Je sais pas, j'essaie de le monter, mais... Est-ce que c'est mieux? Non. Hein ça... Moi j'ai l'impression que ça résonne, hein? Ouais, c'est un peu plus fort quand même. Ou c'est peut-être moi qui parle pas assez fort? Non, allez-y. Allez, on y va. Donc oui, aujourd'hui, je fais grand-chose à voir avec l'écriture dans mon métier, mais voilà, beaucoup de rencontres, de personnes de plein d'horizons, donc ça amène beaucoup de richesse. Et c'est toujours quelque chose que j'ai gardé depuis que j'étais môme. J'ai toujours écrit dans différents domaines. J'ai fait un gros break d'écriture quand j'étais à la fac. Et après, c'est revenu un peu tout naturellement, entraîné par des amis. « Oh, j'aimerais tellement que tu m'écrives une histoire qui parle de ça, parce que je sais que j'ai écrit, etc. » Et de fil en aiguille, de publications gratuites sur Internet, notamment. Après, il y a des éditeurs qui sont venus en disant « Tu nous écrirais pas une histoire parce qu'on aime bien et tout ?» Je dis « T'es sûr? Vraiment, moi ?» Et donc, voilà, c'est comme ça que les bouquins ont été commencés à être édités, quand j'ai vu que, effectivement, c'était des histoires un peu bizarres, avec du fantastique, de la romance, qu'elle soit hétéro, homo, ou différentes choses. Il y avait un public, du coup, j'ai continué à produire. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous donner une définition personnelle de ce que c'est que la romance? Parce que bon, je sais que moi, par exemple, je suis un peu néophyte dans le genre et je pense que je ne dois pas être la seule. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais avoir une définition très consensuelle, en fait. Justement, c'est pour ça que je disais personnelle. Ouais, tout à fait. Moi, je dirais que c'est une romance, c'est une histoire qui va mettre les relations personnelles des personnages, donc l'histoire d'amour au centre, mais qui ne va pas forcément se limiter à ça, puisque en tant que lectrice, en fait, j'en lis assez peu, dans le sens où je suis souvent déçue de ne pas avoir un cadre autour. Voilà, moi, juste l'histoire de savoir si l'enjeu c'est A va finir avec B, ça m'intéresse pas vraiment, parce qu'en général, dans la romance, c'est couru d'avance. Donc c'est pour ça que c'est pas un genre qui m'interpelle toujours, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de m'y aventurer, pour donner une vision un petit peu plus personnelle, de dire oui, on peut faire de la romance, à la fin A et B vont finir ensemble, mais par contre, on peut peut-être parler d'autres choses, on peut peut-être parler, je sais pas, d'inclusion. Dans l'appel du renard, on parle de certains problèmes d'inclusion aussi, dans le sens où on parle de racisme, on parle du retour des vétérans, de l'armée américaine, on parle de différentes choses. Ouais. C'est pour ça que vous vous inscrivez aussi dans un autre genre à chaque fois. Parce qu'il y a le fantastique, il y a même des intrigues policières, des intrigues familiales. C'est parce que je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite, j'aime pas lire deux fois la même chose, donc j'aime pas écrire deux fois la même chose. Donc je me laisse plutôt porter par mes idées, et c'est vrai que j'ai rarement deux fois la même de suite. D'accord, mais comment est-ce que vous choisissez au départ le genre dans lequel vous allez vous inscrire? En fait, j'ai une petite réserve d'idées. Quand je travaille sur un bouquin, en général, c'est toujours à ce moment-là que vous avez un autre bouquin qui arrive et qui vous dit « Écris-moi, écris-moi, écris-moi ». Et comme je suis quelqu'un de plutôt discipliné, je mets cette idée de « Écris-moi » dans une petite boîte, dans un petit fichier. Et quand je termine mon projet en cours, je vais dans mon petit fichier et je dis « Bon alors, sur quoi j'ai envie de retravailler, lequel j'ai envie d'en prendre ?» Et donc, c'est en fonction du film du moment de dire « Voilà, j'ai envie d'écrire du fantastique, là j'ai envie d'écrire du policier. » C'est... Oui, pour le coup. D'accord. Et vous disiez que vous ne lisiez pas beaucoup de romances. Vous lisez quoi comme genre de livre? Je lis pas mal de fantasy. Je lis beaucoup de BD. BD, comics américains. Je lis un peu de polar. Et par contre, je lis assez peu de... J'ai lu beaucoup de classiques à une époque, mais ça m'a un peu passé. Donc je lis assez peu de littérature contemporaine. D'accord. Ouais.
C'était pendant vos études de lettres que vous... Ouais. Ça m'arrive encore, hein, mais c'est vrai que c'est pas ce vers quoi ça me porte en ce moment. J'ai plus envie de lecture un peu plus détente. Et côté auteur, hein, c'est quoi vos auteurs phares? C'est une grande question. Je suis une inconditionnelle de Neil Gaiman, mais en comics, beaucoup plus qu'en roman. Okay. C'est un de mes dieux. J'ai quelques autres dieux en comics aussi. Sinon, dans les auteurs français, j'aime beaucoup Boris Vian et le surréalisme. Et en romance, j'aime beaucoup les gens qui prennent le temps de faire les choses. Je n'ai pas de nom qui me vient tout de suite à vous citer, mais il y a quelques auteurs qui sont très intéressants là-dessus. Mais qui prennent le temps de faire les choses, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Donc de poser un contexte autour, juste de vous raconter une histoire où A et B se tomber dessus et tomber amoureux, enfin des gens qui ont autre chose à dire en fait. D'accord. Okay. Vous n'hésitez pas à demander la parole si vous avez des questions à poser. Je m'interrogeais sur vos pseudonymes, parce que donc Charlie Reinhardt, ce n'est pas votre nom. Non. Non. J'ai l'impression que c'est une sorte de jeu de mots sur votre vrai nom. Peut-être. Et vous avez plusieurs pseudonymes. Je suis en train d'enterrer en fait mon pseudo. Donc c'est le deuxième Charlie Reinhardt? Oui, en fait, parce que c'est vrai que quand je m'étais lancée au début, j'avais ce pseudo de Charève au tout début, mais il n'est pas très lisible, il est difficile à prononcer, c'était un jeu de mots moisi. C'était quoi le nom, Charlie? Oui, Charève, donc le rêve, machin. Je trouve pas ça très pertinent sur la tête. Et c'est vrai que j'ai profité de la publication de l'Appel du Renard, qui était un petit peu plus large en termes de diffusion, pour dire on va repartir sur autre chose. D'accord, donc maintenant c'est Charlie Reinhardt. Voilà, donc là tout le catalogue est en cours de réédition sous ce pseudo. Voilà. Donc vos anciens... Oui, en fait en accord avec mon éditeur qui publie les autres titres, là ils sont en train de rééditer et on réédite sous le nom de Charlie Reinhardt. Et justement, je m'intéressais un petit peu à vos éditeurs. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter le premier éditeur, parce qu'il est intéressant, et puis votre éditeur actuel, Milady? Alors, j'ai commencé à travailler avec Mix Édition, qui était une petite maison d'édition associative qui publiait essentiellement du LGBT et donc de la romance gay. On était au départ une petite dizaine d'auteurs et en fait, je suis rentrée d'abord donc en tant qu'auteur et après j'ai travaillé pour la maison d'édition, j'ai dirigé une collection pour eux pendant 2 ou 3 ans. Et après, par le biais d'une amie auteure, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de l'éditrice chez Brajlon. Donc Brajlon Millennium, Brajlon qui est essentiellement une maison d'édition tournée vers le fantastique, la fantasy et la science-fiction, mais qui a aussi une grosse division romance. Et donc eux, leur créneau, ça a été les premiers en France à introduire la romance fantastique, notamment avec la Beat Lit. Voilà. Beat Lit, tout le monde est OK sur le terme? Alors en fait, la Beat Lit, c'est, je crois que d'ailleurs, il me semble que Brajlon Milady avait labellisé le terme de Beat Lit. C'est la littérature mordante, donc avec les loups-garous, les vampires, c'est de la romance où vous avez des éléments paranormaux. Donc plus largement, je crois que maintenant les éditeurs le reprennent sous le label romance paranormale. C'est Twilight, non? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Vous avez des vampires, vous avez des loups-garous, des fantômes, voilà. Et vous avez un élément fantastique, mais vraiment, Milady avait appelé sa première collection Beat Lit. Il y a, comment il s'appelle, une série qui a été adaptée justement en série, qui est très connue. Oui, Charlène Harris. Voilà, Charlène Harris, la communauté du Sud, comment ça s'appelle, le True Blood, voilà, True Blood. Ok. Donc, on en a pas mal, hein, la Beat Lit, ça marche bien. Oui, ça marche très très bien. Il y a eu un petit creux il y a 5 ans, beaucoup d'éditeurs ont arrêté leur collection d'ailleurs sur la Beat Lit, et là c'est reparti énormément. Et une vague. Qu'est-ce que je voulais demander?
Oui, vous parliez de votre second métier. Donc ça veut dire que donc, vous ne vivez pas de votre plume? Non. Non. Alors comment vous faites pour trouver du temps pour écrire? Je me lève tôt. Je me lève tôt dans des journées bien remplies. En général, je mets mon réveil une petite heure avant, comme je suis quelqu'un très du matin, et donc j'écris le matin, avant de partir travailler. Et vous arrivez à construire en travaillant par petites phases comme ça? En fait, j'ai une grosse phase de préparation. J'ai préparé mon plan, mon intrigue, mes personnages, tout ce que vous voulez. Donc ça me prend en général un mois ou deux. Et après, derrière, une fois que mon plan, ma trame est bordée, en fait, voilà, tous les matins, je m'accorde une demi-heure. Par contre, la première personne qui me parle pendant cette demi-heure, je mets un coup de fusil. C'est-à-dire que c'est ma demi-heure à moi, tu ne me parles pas, le chien n'aboie pas, le facteur ne passe pas, c'est à moi. D'où le matin, quoi. D'où le matin, voilà. Et donc après, pour tout ce qui est correction éditoriale, retour, je travaille le soir, le week-end. D'accord. Après, j'ai eu une période où aussi je travaillais en freelance, notamment quand je travaillais pour une édition, donc c'était beaucoup plus facile de concilier écriture et vie professionnelle qu'aujourd'hui, mais c'est un peu comme la vie, des effets de vague. J'ai des moments plus disponibles que d'autres. Voilà. Les vacances? Les vacances, les week-ends, les fériés. Et alors ça m'arrive moins maintenant, mais à une époque, je pouvais écrire n'importe où, comme je pouvais dormir n'importe où, c'est-à-dire que je sortais mon téléphone, j'allais vous écrire 3 paragraphes, je savais exactement où j'en étais. Le miracle du drive, vous avez toujours votre fichier ouvert et vous pouvez rajouter un paragraphe, vous êtes dans le train. Je prenais le train pour les bosser, ça aidait beaucoup aussi. J'ai beaucoup écrit dans le train. Ouais. Voilà, le midi, aux pauses. Vous pouvez écrire sur le téléphone, non Ouais. Quand vous êtes dans le train? Ouais, après, j'aime moins, mais oui, oui, je peux. Oui, donc après, il reste tout ce qui est relecture, ouais. tout ça. Et là, c'est à la maison parce que là, je suis plus pantouflarde avec mes 2 écrans. Mon vrai traitement de texte. Besoin de plus de concentration aussi. Et est-ce que vous avez des phases où vous n'écrivez pas du tout? Oui. Ouais. En général, quand j'ai fini un texte, j'ai l'impression d'être vide. Et là, je suis plus capable d'écrire. Pendant 2 mois, je regarde des séries. Netflix est mon ami. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je sors. Je vais enfin promener mon chien qui n'a réclamé que ça. Et voilà, et là j'écris pas. Et tout ça, les BD, les jeux vidéo, tout ça, ça vous inspire pour écrire? Complètement. Ouais, c'est surtout les jeux vidéo en fait, parce que vous avez ce côté très interaction avec l'écran. Et donc en fait, une idée en appelle une autre et on se dit ah, cette idée-là, elle est intéressante, mais moi je l'aurais pas développée comme ça. Alors peut-être que je pourrais la mettre à tel endroit et la développer d'une autre manière. Et c'est vrai que souvent. Mais c'est aussi le quotidien, une situation de quotidien, au boulot, telle personne fait ça. Ah, mais c'est intéressant, ça. La réaction qu'elle a eue par rapport à telle situation, je pourrais la développer. Tu sauras jamais que tu es dans un livre, mais je vais t'épiquer une réaction. Voilà. Et vos lecteurs, alors, c'est qui? Alors, essentiellement des femmes. Oui. Voilà. Sur la romance, essentiellement des femmes. Mais on a des surprises, hein, parfois. Alors, sur la romance gay, on a aussi des hommes. Mais même sur la romance hétéro, on a aussi de temps en temps des lecteurs hommes qui viennent discuter et c'est intéressant, c'est pas le même point de vue, c'est pas la même chose et justement je trouve que c'est de plus en plus décomplexé aussi chez les hommes de venir parler, etc. C'est intéressant depuis quelques années, ça change. Et alors pourquoi justement ce prisme de... parce qu'en fait même quand ce ne sont pas des... Alors, on appelle ça les romans M&M, j'ai appris ça. Masculin, donc les romances gays. Mais même quand c'est pas, par exemple, Rodsel, c'est pas spécialement le couple principal, c'est un couple hétéro. Mais il y a toujours un couple, effectivement, homosexuel. Oh, ça, c'est mes marottes à moi. Et ben voilà. Alors, d'où vient ce goût pour les couples homosexuels, enfin, homosexuels hommes, alors que, bon, bah, vous ne devez pas trop vous identifier. Alors, j'ai aussi écrit un roman FF, donc un couple de femmes. Alors, je vais être très honnête, au début, le MM, ça m'a complètement débloqué sur l'écriture. Attention, je ne réponds pas politiquement correcte. J'ai un côté très misogyne.
j'avais beaucoup de mal à écrire sur les femmes. Vraiment, c'est quelque chose, c'était compliqué. Dès que j'écrivais une femme, j'avais envie de passer le personnage sous un bus qui meurt dans d'atroces souffrances d'ici la fin. Donc c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus détaché pour moi d'écrire sur des hommes. D'accord. Ça m'a permis de me réapproprier l'écriture avant de petit à petit repasser à autre chose. C'est pour prendre un petit peu de distance par rapport à, par rapport à votre sujet en fait. Tout Parce à que fait. vous n'êtes pas concerné, donc ça débloque un peu l'écriture, surtout que c'est quand même assez intime comme, tout à fait. comme écriture. Tout à fait. Et puis c'est arrivé complètement, de manière complètement étrange, puisque moi j'avais jamais lu, un peu comme vous, de romance elle-même, et un jour j'ai rencontré une fille en covoiturage. Et la discussion a causé tout à fait simplement. Elle me dit t'aimes les mangas? Je dis oui, je lis des mangas. Alors elle me dit tiens, quand t'arrives en ville, viens, on va boire un verre. Bon, ok, on discute. Et là elle me dit mais t'as déjà lu des romans MM? Je sais même pas ce que c'est, éclaire-moi. Elle me dit je t'en prête. Je dis mais c'est vachement intéressant, je savais même pas que ça existait. Et il y a même pas de gonzesse là-dedans. Et donc du coup, c'est comme ça que c'est arrivé, et c'est cette fille-là qui m'a dit mais regarde, moi j'aime tel personnage, tu veux pas m'écrire une histoire? Je dis bon écoute, j'essaye mais je te garantis rien. Et au final, je me suis prise au jeu. Donc c'est grâce à elle. Donc oui, c'est un hasard. Complètement. Surtout qu'elle était partie pour dormir dans la voiture, elle m'a dit j'étais crevée, elle était infirmière, j'ai fini ma nuit, j'étais partie pour dormir, puis en fait on a discuté. Mais du coup, moi quand je lis vos livres, j'arrête pas de me dire, quand il y a deux hommes qui parlent ensemble, un couple d'hommes, je me dis, est-ce que vraiment les hommes, ils parlent comme ça? Parce qu'ils décrivent beaucoup leurs sentiments, en fait. Je pense qu'il y a quand même effectivement un effet d'appropriation. Alors, j'ai encore jamais été dans la tête d'un homme, donc je peux pas te Mais voilà. Mais alors, c'est souvent... pour avoir fréquenté aussi pas mal d'auteurs gays, en fait, il y a cette espèce de prisme où il y a des gens qui vont vous dire mais aucun homme s'interrogerait comme ça sur ses sentiments, c'est un truc de gonzesse. Et il y a des auteurs qui disent mais non, c'est pas vrai, moi aussi je me torture pour savoir si je plais à un tel que j'ai rencontré dans un bar ou pas, machin. Donc finalement, plus qu'une question de genre, je crois que c'est une question de personne. Oui. Bon, c'est aussi, ils se projettent un petit peu. Exactement. Mais c'est cette façon de décortiquer un peu les sentiments, de discuter. Parce que oui, ils peuvent... je veux dire, ça c'est typique de la romance, pour le coup, oui. C'est ça, votre tension, vous la construisez sur la manière dont ils vont échanger, dont les personnages vont construire leur relation. Donc après, effectivement, est-ce que les hommes se posent tant de questions? Je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'ils s'en posent, mais ils ne se les posent pas mutuellement. Je ne sais pas. Vous pouvez peut-être intervenir si vous avez besoin. J'ai la question. Allez-y. Allez-y. Non, mais on n'est pas comme ça, nous. Moi, en fait, je voulais savoir, par rapport à votre processus d'écriture, je voulais savoir si vous respectiez. Désolée, mais on va pas vraiment entendre du tout à la vidéo. Je voulais savoir, en fait, par rapport à votre processus d'écriture, est-ce que vous respectiez donc la chronologie de l'histoire dans sa version après finalement éditée, ou est-ce que c'est un peu des chapitres, on va dire, sans ordre? Alors non, moi j'écris de manière totalement chronologique, mais il y a beaucoup d'auteurs qui effectivement vous diront moi je commence par ce que j'aime, je commence par le dessert, j'écris toutes les scènes qui me plaisent, etc. Moi non, j'écris pas comme ça parce que sinon les scènes qui m'ennuient, je les écrirai jamais. Donc j'écris de manière chronologique, comme ça je fais mes transitions. Par contre, je travaille beaucoup. Mon premier jet, il est illisible. Il est pas beau, il est très laid. Et par contre, une fois que j'ai terminé, je reviens et j'ai un gros travail de réécriture où là, pour le coup, je vais bosser, je vais beaucoup ajouter de profondeur, de description, etc. Mon premier jet, c'est quasiment j'ai perdu le mot en BD, vous savez, avec les cases. Exactement. Voilà, merci. C'est ça. D'accord. Et je voulais savoir... J'ai perdu la tristesse. J'ai perdu la question. Oui, voilà, ça m'en fait. Je voulais savoir, lorsque vous intervenez donc, sur les corrections de votre livre abouti, est-ce que votre maison d'édition a un droit de regard et intervient sur des orientations du livre? Alors en fait, vous avez plusieurs phases de correction.
vous avez ce moment où vous envoyez votre livre, donc vous avez déjà travaillé sur une correction, vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez faire seul. Donc là, la maison d'édition peut vous dire « Ah, moi je préférais que... ou j'adore, on garde tout », ou j'aimerais peut-être qu'on aménage la fin, que tel personnage, tu travailles tel axe, mais toujours dans une dimension d'écoute. Et derrière, de vous dire, si vous avez un moment où vous dites non, j'irai pas dans cette direction, vous pouvez aller sur le non. En tout cas, avec un éditeur avec qui vous êtes dans une relation de confiance et de bienveillance, il vous forcera jamais à aller quelque chose, sauf peut-être sur une œuvre de commande, mais là c'est encore différent, puisque du coup c'est un manuscrit qu'on vous a commandé, on vous a payé pour livrer quelque chose, on vous a donné des axes en fait. Et donc non, moi j'ai jamais eu de problème à dire non quand on faisait une suggestion, voilà, c'était plus un travail de suggestion. Après derrière, une fois que vous avez travaillé sur le fond de l'histoire, vous avez une deuxième passe de correction qui là est plus formelle, donc syntaxe, grammaticale, orthographe, et là encore une fois c'est de la discussion, puisque des fois quand il y a vraiment une faute, donc là il n'y a pas de discussion à avoir, on est bien d'accord, mais par contre des fois l'éditeur vous dit « Ah mais moi j'aurais pas dit ça comme ça parce que blablabla », et là vous pouvez argumenter « Oui mais ici je voulais faire passer tel message et si on change tel que tu veux, bah voilà le message passe pas plus quoi ». Donc c'est toujours, c'est vraiment un dialogue, tout du long. Et si un jour on vous propose d'éditer un livre et on vous dit, on vous impose des choses, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Voilà, c'est un partenariat. S'il y a de la bienveillance et de l'écoute de l'éditeur, c'est bonne chose. Et ma troisième, peut-être dernière question, Vera. Je souhaitais savoir si vous avez été traduite en d'autres langues. Pas du tout. Et c'est à venir ou il y a un projet? Non, il n'y a pas de projet pour l'instant. Je pense que le marché de la romance, notamment anglo-saxon, puisque c'est plus porteur pour la traduction, est déjà largement alimenté. Donc il y a peu d'œuvres francophones qui sont portées. Par contre, si on regarde les camemberts au niveau des ventes, on est très bien placé au Canada et dans pas mal de pays francophones. Donc en fait, on s'exporte pas mal sur d'autres pays francophones, y compris l'Afrique. Quelqu'un d'autre pendant qu'on y est? Moi, pendant que Lisa est... profiter parce que j'avais une question aussi. En fait, alors moi j'ai lu un de vos livres, mais sinon je lis très peu de romances, donc je suis pas du tout experte dans le domaine. Mais il y avait une question que je me posais, surtout comme vous êtes une femme, enfin même pas forcément, bref. Ma question c'est que... Si, c'est ça. Oui, mais c'est pas ça forcément le sujet d'ailleurs. Mais que j'ai l'impression que c'est un genre qui véhicule beaucoup une image idéalisée du couple, des relations à deux, de l'amour, qui a peut-être toujours, ou peut-être pas, je sais pas, un happy end, mais que en tout cas, j'ai l'impression que ça donne une vision idéalisée de l'amour et que dans la vraie vie, ça se passe pas forcément comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de frustration ou de déception, enfin, que ça risque pas de générer chez les lecteurs ou lectrices après une frustration face à la vraie vie ou un mal-être. Et je voulais savoir, en fait, vous, comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette question? Alors je suis assez d'accord avec vous dans le sens où la romance c'est un peu comme le prince charmant de Disney, c'est-à-dire que non, c'est du rêve. On vous vend un divertissement, on vous vend un moment où vous échappez de votre quotidien, où vous n'êtes pas en train de penser à, je sais pas moi, vos impôts ou vos embouteillages. Et donc vous avez envie, comme un polar en fait à sa manière, qu'on vous vende un moment où vous êtes ailleurs et effectivement où consciemment ou inconsciemment, vous coupez, vous vous dites non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais j'ai cette suspension d'incrédulité par rapport à ça. Après, effectivement, là où je vous rejoins, et j'ai longtemps eu cette question, me dire effectivement sur des gens qui ne vont pas avoir cette analyse-là, ce recul, oui, effectivement, combien de personnes ne vont pas se dire moi, dans ma vie, j'attends ce truc merveilleux, etc. Et qui s'arrête justement à happy end, et on n'a pas les 3 mois, 6 mois, 10 ans qui vont après, et tout ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, j'en reviens à ce qu'on disait, que moi j'aime bien les romances qui vont plus loin, justement, qui vont pas juste dans le oh là là, c'est le coup de foudre, c'est merveilleux en scène, et ça résout tous les problèmes. Mais non, c'est pas comme ça. Et justement, quelque part, la tension et l'intérêt d'une romance, elle s'arrête pas là, elle s'arrête aussi à ce que vous allez mettre autour. Mais oui, je vous rejoins complètement. Mais par contre,
Aujourd'hui, c'est quelque chose que moi j'ai préféré dépasser en me disant ce que je vends, ce que j'offre, c'est un moment de divertissement. Voilà. C'est la demande aussi. Exactement, ouais, exactement. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit aussi oui, mais les lectrices, voilà, quand elles lisent ça, elles ont l'impression que tout est comme ça. Mais en fait, quand on entend sur les groupes de lecture, c'est mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. J'ai eu une journée de voilà, je rentre du boulot, c'était horrible. Bah, je veux juste poser mon cerveau et tout comme je regarde un Jason Statham, bah, je vais lire une romance, quoi. Voilà. Moi j'ai remarqué qu'il y a dans vos romans justement toujours une tension entre une espèce d'idéalisation qui est liée à la romance et puis une tentation de réalisme aussi pour donner un peu de crédibilité à l'histoire. Il faut qu'on y croie. Et donc pour y croire, il faut que ça ressemble aussi un petit peu à notre réalité. Et bon, est-ce que vous avez le sentiment justement d'essayer de faire l'équilibre entre ces deux tentations? Complètement, c'est mon grand écart permanent, et il y a même des fois où je me dis bon, t'es gentil, mais tu choisis, t'écris de la littérature blanche ou t'écris de la romance? Et donc du coup à chaque fois je me dis non, aujourd'hui, et pour se remettre sur le bon chemin, c'est bon, alors c'est horrible, hein, ce que je veux dire, c'est absolument pas du tout littéraire, c'est purement marketing, c'est le lecteur. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Aujourd'hui, le lecteur, il te connaît pourquoi? Il te connaît pour une histoire un peu chiante et déprimante à la fin, ou parce qu'il veut une romance où il va poser son cerveau. Et je me dis, bah non. Et moi-même, qu'est-ce que j'aurais envie de lire? Alors effectivement, j'ai envie de lire une romance qui va m'aider à déconnecter, mais qui par contre va être bien construite. Voilà. La construction de l'histoire, mais la construction aussi, on en avait discuté un petit peu avec Lisa, ce qu'on trouvait particulièrement typique dans votre écriture, c'était une attention à la psychologie des personnages. Essayer de fouiller un petit peu leurs sentiments et de ne pas rester dans cette espèce de côté Walt Disney, le prince, la princesse. Et c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'on a le réalisme. Par exemple, dans Roseanne, du coup, vous abordez aussi des sujets qui sont l'évolution aussi des rapports hommes-femmes ou des rapports de couple dans une société post-MeToo, voilà. Parce que vous avez beaucoup de personnages qui sont un peu des mâles alpha, quand même, parce que ça fait partie un petit peu du jeu. Mais en même temps, il faut toujours qu'ils aient un côté, parce que c'est quand même assez mal vu, entre eux, ils sont un peu protecteurs, mais ils doivent être protecteurs, mais pas machos, c'est un peu compliqué. C'est ultra compliqué à gérer, parce qu'effectivement, à chaque fois que j'ai lu des romances, moi quand j'arrive sur un Christian Grey, j'ai qu'une envie c'est de le choper et de le mettre dans un congélateur. Donc moi en tant que personne, c'est très très compliqué. Donc effectivement, je ne me verrais pas écrire une romance où le personnage masculin me collerait des envies de meurtre. Donc voilà, il y a cette tension de se dire je veux un gros barbu protecteur, mais derrière je veux pas que ce soit étouffant. Voilà. Mais oui, à chaque fois, c'est un peu un jeu d'équilibre sur la construction du personnage. Le barbu protecteur, c'est votre truc. Ah, j'aime bien les barbus. Est-ce que ça ressemble pas à cette écrivaine américaine qui écrit des romans, des romans policiers, toujours un peu dans la même classe sociale? Alors il n'y a pas de fantastique. Hein, comment elle s'appelle? Elle fait un tabac, cette femme. Oui, je pensais à ça, moi aussi. Comment? Marie Ginsberg. Ah non, pas Smith, une autre. Marie Ginsberg. Oui, Marie Ginsberg, c'est pas. Je sais pas. Marie Ginsberg, oui, elle est britannique. Hein, ou britannique, je sais pas. Mais c'est pas de la romance. Non, Marie Ginsberg, c'est du polar. Mais effectivement, oui, c'est du polar. Mais c'est vrai que c'est une recette. C'est toujours, voilà, je veux dire, la méthodologie, c'est toujours la même. C'est un peu. Il y a un côté un peu sans surprise, où de toute façon, c'est la pauvre bergère qui va rencontrer justement un mec alpha, mais pas trop, ou alors il est complètement pervers. Enfin bon.
Mais ça se finit toujours bien. Bien sûr. Voilà. Donc, Encore une fois, c'est un produit complètement... Je Voilà. sais que c'est un gros mot en littérature, hein, mais c'est un produit complètement marketé. Vous avez lu un Mary Higgins Clark, vous le décortiquez, vous les avez tous lus, vous ferez le méchant au bout de 3 pages. ouais. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Non. Arlene Coben, c'est pareil. Je n'ai jamais lu. Pouvant en lire un. 2 pour vérifier que c'est pareil. Ils sont bien construits. Hein. Mais... Mary Higgins Clark, vous cherchez l'ami de la famille. Toujours. Oui, voilà, il y a toujours ça. Le faux gentil. C'est ça. Le faux gentil. Le faux gentil. Ouais. Ah oui, je me demandais pourquoi, en même temps je sais un petit peu, mais pourquoi vous placez beaucoup de vos romans aux États-Unis et pas en France? Alors pour celui-là, c'est facile. Alors, oui, pour celui-là, c'est la densité de population qui m'arrangeait beaucoup. Et la densité forestière. Voilà, beaucoup de forêts et peu d'habitants, ça C'est m'arrange. ça, il faut de la forêt. En fait, j'ai beaucoup de mal à lire, moi, personnellement, c'est un goût, des romans qui se passent en France, ou alors il ne faut pas que l'auteur ait localisé la ville. Je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur un roman, je ne le savais pas du tout, qui se passait dans une ville où j'ai vécu. J'ai fait 10 pages, je l'ai posé alors que c'était très bien, parce que j'avais beaucoup de mal à me projeter justement en ayant connu la ville. Donc quand j'écris en France, je prends bien garde à ne jamais localiser vraiment. Voilà, souvent... alors celui-ci, il a la densité de population, je l'ai placé aux États-Unis, mais aussi parce que le shérif, c'était un peu plus sexy que le garde champêtre. Voilà. Alors, on en revient à cette idée d'idéalisation, quelque chose qui fait rêver. C'est vrai que les États-Unis, ça fait rêver. Oui. Ah, j'arrive. Ah bah, chérie, Quand on c'est... le voit en face, c'est tout autre chose. Mon petit me dit que le chef était barbu. Peut-être. Il est peut-être barbu. Frenchie qui fait semblant, oui, je vous approche, je dis, écoutez, vous m'impressionnez pas dans l'anglais, il faut trembler un peu. J'aimerais bien lire, c'est pour voir. Non, mais je travaille avec trop d'hommes en uniforme en France. C'est pas ça, je suis partie aux États-Unis dans un coin. Ah, je veux bien vous croire. Quand je vois en face, Ah oui, non, mais c'est vous complètement... êtes avec Frenchie, vous expliquez des choses pour parler poliment, enfin, il va impressionnant. Je dis, écoutez, mon pays est petit, et il a fait beaucoup de choses, quoi. C'est ça. Ah non, mais complètement, il y a une dimension... à lire, d'apprendre. Pour ça que Mais vous voyez, vous avez la même réaction que moi avec les romans français, finalement. Vous le mettez face à quelque chose que vous avez connu et vous dites, non, c'est pas possible. j'en ai vu un en face, par erreur, on appelle Sylvanie, voilà, je dis, moi je m'imaginais que le film profond, c'est super. Mais vous vous êtes renseigné un petit peu, parce que c'était très... je trouve que la description du paysage, parce que là, pour le coup, c'est quand même dans un état particulier. Donc, vous y êtes allé ou vous êtes renseigné ou... Non, j'aimerais bien, en fait, le Yellowstone, ça fait un moment, c'est un voyage qu'on aimerait bien faire avec mon mari depuis un bon moment, et c'est vrai que j'en ai profité pour faire un safari photo par Google interposé sur ce là. Mais oui, non, si je devais mettre les pieds aux US, ce serait ce coin-là. Alors, peut-être pas le Wyoming aussi profond que ça, j'ai pas envie de me faire bouffer par un ours, mais... il fait pas beau comme ça, là-bas? Il pleut tout le temps. J'ai vu qu'il pleuvait tout le temps. Ah oui, il pleut souvent aussi. Ah ouais, j'ai eu cette impression. Oui, c'est vrai, il pleut pas mal, mais quand ça peut avoir son petit effet, la pluie. C'est ça. C'était l'automne. Ah, c'est ça. Parce que vous disiez à un moment que c'était un peu le trou du cul de la Terre et qu'il est toujours mauvais. Mais... J'aurais pas osé dire ça. Non, enfin, c'était avec d'autres mots, sans doute. Sans doute, ça, je rajoute. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas. Oui. Dans tous les romans, alors moi je ne suis pas une inconditionnelle de la romance, mais vous, votre approche qui consiste à innover dans chaque roman, ça m'intéresse. Ce que j'ai remarqué dans les romances que j'ai pu lire, ou même les films romans romantiques, le couple de héros, à la limite, ils se haïssent. Et la probabilité qu'ils se rencontrent, et encore plus qu'ils s'aiment, elle est de l'ordre de 0,01%.
c'est pour apporter du piquant, j'imagine, à l'histoire. Il est macho, elle est féministe. Oui, c'est ça. Elle est dessinatrice, il est matheux. Mais ça, c'est la bourgeoisie lui vient en face du jour, le grand écart. Ah, mais complètement. Mais ça, c'est aussi j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez la ficelle, c'est le côté très artificiel de la construction. En fait, vous ne pouvez pas construire une histoire sans antagonisme. Donc, en fait, en romance, vous avez... sauf si vous mettez un grand méchant, comme ça arrive en romance fantastique, mais si on prend de la romance contemporaine, hein, vraiment, où l'enjeu, c'est, je sais pas moi, elle est designer, il est chercheur en je sais pas quoi. L'enjeu, c'est vraiment de savoir s'ils vont finir ensemble. Et du coup, vous êtes obligé de créer un antagonisme, puisque vous n'allez pas forcément avoir un personnage d'opposition. Donc en fait, pour créer des péripéties, pour faire avancer votre histoire, vous avez besoin d'antagonisme. Donc en fait, le plus simple, c'est effectivement de faire qu'il ne puisse pas se saquer. Et c'est effectivement un schéma qui me... personnellement, qui je trouve est intéressant, mais facile en fait, qui a été très, très usé. Et quelque part, bon, c'est peut-être mon côté vieillissant aussi, mais maintenant j'aime bien les histoires où on travaille sur autre chose, où les gens s'apprécient, et fait de stabilité aussi. Voilà. Est-ce que vous avez aussi un couple où ils sont de deux cultures différentes, deux pays différents, de langues différentes, enfin vraiment... Vraiment différent. Ça m'est arrivé de jouer sur effectivement des origines différentes, mais de mémoire, je ne l'ai jamais mis au centre de l'histoire. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs en romance qui vont jouer. Là, j'ai vu un roman il n'y a pas longtemps qui est passé, mais je crois qu'il n'est pas encore traduit en français, sur un garçon qui est vietnamien et une jeune fille qui est musulmane. Et je pense que ça peut être vachement intéressant en termes de croisement de culture. Ce qui est très curieux, c'est que en tant que femme, moi je suis féministe, alors j'adore quand le héros est hyper macho, hyper misogyne, j'adore plutôt qu'un héros hyper compréhensif. C'est marrant quand même. Entre ce qu'on aime lire et ce qu'on aime vivre. Enfin, je sais pas. Ah mais je suis assez d'accord avec vous, je pense que Ce qu'on appelle un fantasme. Ouais, le héros masculin, il est horrible, quoi, il est odieux. Enfin, oui, mais souvent en romance, effectivement. Après, est-ce qu'il n'y a pas ce côté où, à la fin de la romance, l'odieux personnage s'est un peu amendé, mais parce que, vous comprenez, elle l'a fait changer, cette espèce de fantasme un peu féminin de je vais le mettre au pas. Et moi, j'avais lu que cette espèce d'antagonisme de départ, ça venait parce qu'il y a beaucoup de romances qui viennent de Jane Austen. Et que ça venait de Orgueil et Préjugés, en particulier, qui a servi un petit peu de modèle aux romances. Effectivement, quand on n'a pas d'obstacles extérieurs, il faut s'en créer des obstacles intérieurs, quoi, entre les personnages. Oui, alors je voulais justement revenir sur le côté un petit peu caricatural des personnages, et justement je trouve que dans vos romans les personnages ne sont pas justement caricaturales, et même le mâle alpha, il a des côtés plutôt comment dire, des fragilités. Encore une fois, je pense que ce serait dommage de faire un personnage monobloc qui est indéboulonnable, imbougeable, parce que on a décidé que ce serait simplement l'homme qui est fort. Enfin, ça n'aurait pas d'intérêt, parce que souvent, c'est vrai que dans les romances un peu traditionnelles, si on prend les Harlequins de Mamie dans les années 80, effectivement, on avait ce mâle alpha qui ne bougeait pas d'un bout à l'autre, sauf à la fin, quand il cédait pour lui dire qu'en fait, tout avait changé, etc. Mais on n'explorait jamais sa psychologie, ses intérêts. Enfin, le personnage masculin était vide, et finalement je trouve qu'on a toujours dit que les romans harlequins ces années-là étaient horribles pour la condition de la femme, et effectivement c'était pas ouf. Mais par contre, je trouve que les personnages masculins, ça n'apportait rien du tout. Enfin, c'était vide, c'était juste effectivement un fantasme d'homme beau et riche. Et bon, c'était pas... Et puis là, il y a aussi
ce côté, donc, bon, beaucoup de personnages homosexuels, d'hommes, et souvent, l'homosexualité ne pose pas tellement problème. Notamment là, alors ils sont quand même au fin fond des États-Unis, le type est shérif, et ça pose pas énormément de problèmes, et ça je trouve ça assez moderne et assez frais, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que, bon, moi j'ai pas l'impression que ce soit si difficile que ça. Après aussi, il y a le fait que moi je m'estime pas forcément légitime pour aller parler des problèmes de fond de la cause LGBT. Et donc ça c'est d'un côté, et il y a plein d'auteurs qui vont le faire 10 fois mieux que moi, qui ont des choses à dire dans leur roman, voilà, des thèmes de société à apporter. Moi j'avais juste envie effectivement de raconter des histoires, donc si en plus ça peut aider des gens à partir sur ces causes-là et aller voir comme quelque chose d'absolument normal, ça me va bien, parce qu'en fait je pense qu'on va aller aussi vers, j'aime pas le mot de tolérance, mais parce que pour moi il y a une notion très négative dedans, mais je pense que si quelque chose devient banal, bah, les gens ne le regarderont plus du tout. Et pour moi, ça passe aussi par la fiction, ça passe par le fait de mettre des personnages LGBT à l'écran sans forcément le pointer et lui mettre un drapeau arc-en-ciel. Juste de dire, bon bah voilà, tel personnage dans tel film, c'est pas du tout l'intrigue. Hein, je pense à un film que j'ai vu il y a pas longtemps sur Netflix, c'était I Care a Lot, où la fille, c'est un couple de femmes, elles étaient lesbiennes, et en fait c'est pas du tout le sujet, c'est un polar à la base, et en fait tout le monde s'en fout éperdument de savoir que c'est un couple de femmes. Et j'ai trouvé ça génial, puisqu'en fait voilà, vous allez pouvoir avoir des personnages qui soient lesbiens, gays ou hétéros, et une histoire à côté, et c'est l'histoire qui compte, et pas leur orientation sexuelle. Et ça je trouve que c'est intéressant. Oui, puis même on met en valeur les préjugés que les personnages peuvent avoir entre eux sur, il y a toujours le beau garçon, et puis celui qui se trouve pas terrible, et le beau garçon flash quand même sur lui, parce que bon, bah, faut qu'on s'identifie quand même un petit peu. Quand même. Hein, chacun a sa chance. On veut tous finir milliardaire en étant épousé par un milliardaire. Mais bien sûr. Et donc, le moins joli, entre guillemets, ben, il a des préjugés sur, comme dans, comment s'appelait celui qu'on avait lu, Lisa ? L'amour, c'est comme les emmerdes. Ah, c'est ça. Ça n'arrive jamais au bon moment, où ça arrive. Voilà. Ben, les deux personnages, c'est un peu ça. Donc, Ah, mais effectivement, oui. Avec, le personnage Bruno, qui se dit qu'il a aucune chance tout du long. Non, celui-là, il m'avait fait beaucoup rire. Ça faisait un moment que je tournais autour, et il est arrivé au bon moment. Et ça montre aussi que la séduction, ça passe pas forcément que par une beauté physique classique. Ça peut aussi être, lui, il fantasme sur les nounours, et voilà, il aime bien les nounours. Mais regardez, il y a 10 ans, les barbes n'étaient pas à la mode. J'étais très triste. Avant, il y a 10 ans, les grands barbus, c'était pas le truc de tout le monde. Ah, vous étiez une précurseuse. Exactement. J'ai forcé mon homme à porter la barbe. Vous avez lancé la mode des barbus. Exactement. Me remercie. Je sais pas, moi c'est pas mon kiff absolu. Ou ne me remerciez pas. Non, mais j'ai rien contre, hein. Chacun fait comme il le sent. D'autres questions ? Oui. Est-ce que vous aimeriez être porté à l'écran ? Je suis pas sûre. C'est assez bizarre. C'est un peu comme certains retours de lecteurs, parfois, on a l'impression qu'ils sont complètement appropriés ce que vous avez créé, et sont plus ou moins passés à côté, ou ils construisent leur propre vision de ce que vous avez fait. Mais je pense qu'être porté à l'écran, c'est un peu pareil, vous avez quelqu'un d'autre qui repasse sur votre histoire, et qui invente autre chose, et je sais pas si je serais très à l'aise avec ça. Moi, c'est vrai que pour en avoir parlé avec des auteurs, alors quand on leur demande d'écrire le scénario, c'est encore pire. Ah oui. Souvent ça se passe pas très bien. Les fois où ça se passe bien, c'est quand c'est pas eux qui écrivent le scénario. Non mais c'est vrai, hein, c'est parce que il faut passer la main en fait. C'est plus du tout votre livre à vous, c'est autre chose. Oui, c'est ça, vous avez fourni un matériau de base qui va être retravaillé. Je suis même pas sûre que j'aurais envie de voir en fait.
Je ne suis pas persuadée. Vous voyez des acteurs connus dans... Non, jamais. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent comme ça, à mettre des photos d'acteurs connus et dire moi je veux absolument que ce soit Jared Leto, mon héros. Non, ça marche pas. En plus, ça me paraît très bizarre d'imaginer un visage connu, quelqu'un dont on connaît des expressions dans certaines actions. Voilà. Pour le dire politiquement. Pour en parler, justement, je voulais en parler de... on parlait des recherches tout à l'heure que vous faisiez pour vos... est-ce que vous faites des recherches sur certains aspects un peu techniques pour écrire vos romans? Oui. Et comment vous faites vos recherches, du coup? Alors, maintenant, il y a ce truc merveilleux qui a beaucoup remplacé les bibliothèques, je suis désolée. Internet. Ça s'appelle Internet. La mine d'or est assez intéressante. Et puis après, beaucoup discuter avec les gens, en fait, parce que sur certains sujets, même des métiers qu'on ne connaît pas ou des choses comme ça, bon, voilà, aller contacter des gens, dire ben voilà, toi tu travailles dans ça, explique-moi un peu comment ça se passe en vrai pour donner un petit cachet un peu plus réaliste. Donc, toujours intéressant de trouver quelqu'un et voilà, de discuter, puis ça va permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et souvent, on échange aussi vachement entre auteurs, alors maintenant, on a beaucoup sur Internet, mais même après les salons ou choses comme ça, quand on se retrouve, dire mais toi, comment tu procèdes là-dessus, comment tu le vois, à qui t'a parlé voilà. Je me demandais justement, est-ce qu'il y a une communauté des auteurs de romances? Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous discutez? On peut pas dire qu'on se connaisse tous parce qu'on est assez nombreux avec l'auto-édition, mais oui, enfin, on s'est au moins croisés en salon ou on sait parce que Machine est copine avec truc et nous on connaît une bidule. Oui, il y a... Mais la communauté n'est pas homogène, par contre. Voilà, il y a des courants, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. C'est comme toutes les communautés, c'est très vivant en fait. Et par contre, après, oui, vous avez des groupes, souvent sur les réseaux sociaux, d'échanges, soit très techniques sur l'écriture, soit toi aussi, tu galères avec l'URSSAF. Voilà, soit d'autres choses plus ou moins concrètes. Et une bonne ambiance, parce qu'on en parlait avec Caril Ferret, auteur de polar, qui disait qu'il y a une très bonne ambiance chez les auteurs de polar qui se prennent pas du tout au sérieux aussi, mais qui sont pas du tout, qui n'ont pas la grosse tête en général et qui se charrient pas mal. Il n'y a pas encore une communauté vraiment. Ouais, c'est plus fluctuant, je dirais. C'est facile d'établir des liens un peu intéressants avec diverses personnes, mais après, parler d'une communauté homogène où tout le monde va dans le même sens, c'est un peu plus délicat. Et en plus, comme si vous en lisez pas, vous pouvez pas lire les romans des autres. C'est ça, c'est oui. J'en lis peu. Et j'évite les Français, ça m'évite de leur faire un retour. Et qu'on se dispute en salon après. Ah oui. Moi, ce que j'ai remarqué chez les auteurs, les autrices, pour en avoir écouté beaucoup, quel que soit leur niveau de célébrité, de diffusion, c'est qu'ils ont en eux une grande modestie. Non, mais enfin, bon, ceux que j'ai pu avoir la chance de rencontrer, même à la limite, pas au courant de leur succès, j'ai beaucoup aimé, oui, merci, enfin, très, très humble. Ce serait difficile pour un auteur de vivre, je parle pas que financièrement, mais sans ses lecteurs, sans retour. Enfin, je pense qu'être auteur sans vouloir d'interaction avec les gens qui vous lisent, et ce serait... Enfin, c'est un peu vain, en fait. Je crois que je préférerais avoir un retour, publier gratuitement pour continuer à discuter avec des gens plutôt que finalement vendre. Donc je pense que ça vient de là aussi, en fait, les gens ont envie d'être lus et d'avoir cette communauté avec leur lecteur. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà les écrivains s'expriment très bien. Donc l'écrit, l'oral, ça, un échange. Ils sont brillants. Non, mais moi c'est parce que je les choisis bien, mais. Oui, voilà. Plus, non, mais ils sont brillants et ils sont modestes. C'est pas. Oui, je suis étonnée. Non, mais ceux qui veulent venir en rencontre, déjà, c'est qu'a priori, ils ont des facilités pour s'exprimer. Tout le monde n'a pas envie de venir en rencontre. Hein. Et puis moi, je me souviens que j'en avais discuté avec un écrivain qui était venu ici, qui était prof aussi.
Et donc je lui disais alors ça leur fait quoi, puis il était quand même un petit peu connu, enfin c'était... Et je lui ai demandé alors vos élèves comment ils prennent le fait que vous êtes écrivain, que vous avez un petit peu de succès et tout. Et il m'avait dit vous savez mes élèves bon ils sont contents parce que je fais autre chose que prof, hein, qui est quand même pas terrible comme métier, mais par contre ils préféraient quand même que je sois surfeur. Hein. Ça remet un petit peu à niveau. Non mais bon, les auteurs c'est pas comme les acteurs, comme les... c'est pas, voilà, on les reconnaît pas. On n'est pas dans là. On n'a pas encore la drogue gratuite, c'est dommage. Et ceux qui le sont pas forcément restés très sympas. Je ne citerai pas l'exemple. Il y en a quelques-unes des rockstars. Pardon? Je pensais pas à eux. Je n'ai pas eu d'écho. Mais je ne dis rien. Je vais dire, tu couperas, Lisa. Ça s'entendra pas. Quoi? Ça s'entendra pas. D'accord. Ok. Vous travaillez sur quoi en ce moment? En ce moment, je suis sur un gros pavé de fantasy, en fait, qui est dérivé d'une petite nouvelle qui était sortie dans un recueil, de la steppe, plutôt genre Mongolie, médiévale, avec des guerriers et du fantastique. Voilà. Du fantastique. Fantasy ou fantastique? Fantastique, un peu les deux. Les deux. Les deux. Oui, ça sera un gros pavé. D'accord, bah oui, mais bon, fantasy, on a l'habitude que ce soit plutôt un gros pavé. Chez Milady? Je sais pas encore. Je sais pas. Je suis à un gros tiers de rédaction du manuscrit, donc je sais pas. J'ai pas encore posé mes pions sur celui-ci. D'accord, très bien. Et quand vous avez commencé à travailler chez Milady, c'était par rapport à un projet précis ou on vous a dit est-ce que tu veux écrire un bouquin pour nous et puis, Non, en fait, j'en parlais à une copine auteure qui était publiée chez eux. Et je sais vraiment pas pourquoi, je lui disais ça se passe bien, etc., t'aimes bien. Elle m'a dit, bah écoute, si t'as un truc à leur proposer en romance fantastique, je te donne le mail de mon éditrice. Je dis, bah carrément, banco, je venais de terminer le 2e tome de l'Appel du Renard, j'ai attaqué le 3e. Je disais, bah écoute, moi je veux écrire ma trilogie, mais après je veux la publier, mais je sais pas chez qui. Et elle me dit, bah écoute, je te donne le mail. Et j'ai envoyé, et en fait... moi, je m'attendais à un retour 1 an après, et en fait, je crois, 1 semaine après, l'éditrice m'envoie un mail et me dit « Oh là là, je l'ai lu dans le train ce matin, je suis hyper emballée, je le veux. » Bah, d'accord. Le hasard, des fois. Oui, complètement. Et effectivement, c'est ça, parce que un tel connaît un tel qui va vous permettre d'avoir un nom, etc. Enfin, on peut toujours être publié en passant par le canal normal, ça c'est évident. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand on sait à qui on propose quel produit, j'ai envie de vous dire. Je me serais pas vue aller chez Milady avec 2 littératures blanches. Je sais qu'ils ont une collection pour ça aussi, mais voilà, on choisit son éditeur en fonction du projet aussi. Et vous continuez à écrire juste sur Internet, échanger J'ai longtemps continué, là, je manque de temps, ça me manque. En vérité, j'écrivais beaucoup de fanfiction. Oui. Donc sur des œuvres avec des personnages qui n'étaient pas les miens, sur des œuvres, par exemple vous avez une série, je sais pas, au hasard, j'ai rien regardé récemment. Tiens, Batman vient de sortir, je sais pas, vous avez envie d'écrire une histoire d'un personnage de Batman, vous la mettez en ligne gratuitement, vous avez fait une fanfiction. Donc ça, je le sais beaucoup, et là je manque de temps, donc je préfère me consacrer sur mes romans. Ah, mes romans. Oui. Je reviens sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, donc le genre MM, donc masculin-masculin, couple gay. Qu'est-ce que vous leur faites dire lorsqu'ils discutent, sans trop se livre libre, hein, évidemment, ou un livre qui parle essentiellement de ça. Qu'est-ce que vous leur faites dire entre eux? Est-ce que c'est une part de sensibilité commune qui se trouve, ou une sensibilité voire féminine qui se trouve entre eux? Je suis très intrigué. Qu'est-ce que 2 hommes gays, parce que moi je ne connais pas
couple gay, où ils sont bien cachés. Qu'est-ce qu'ils seraient susceptibles de raconter d'eux-mêmes, finalement, sans trop spoiler, parce que je suis très intrigué par vos livres. Donc... Je pense que c'est un peu, comme n'importe quel couple, vous allez le baser sur votre quotidien, votre journée. Il y a toute une parade de séduction aussi sur dévoiler un peu de son intimité, ses fragilités, mais pas trop, en même temps ses forces. Je pense que c'est vraiment pas une question d'orientation sexuelle, en fait, c'est vraiment une rencontre. Donc, de se dire, tu me plais parce que aujourd'hui j'ai l'impression que quand je te dis que telle chose me fait peur, tu me comprends, par exemple. Moi, c'était pas par rapport au couple gay que je disais. Justement, j'avais un doute, c'était pas un couple gay. Voilà, non, mais c'était pas par rapport au fait qu'ils étaient gays, c'était par rapport au fait que c'était des hommes. Voilà. Et que généralement, je vois pas des hommes discuter de leurs sentiments. Si ça se trouve, comme je ne suis pas un homme, si ça se trouve, les hommes discutent de leurs sentiments à cœur ouvert. Je n'en sais rien. Alors, j'espère pas vous vexer. Vraiment, j'essaye. Je crois qu'il y a aussi une question de génération. C'est un peu con, mais quand il est 3h30 du matin et que vous êtes avec votre meilleur pote qui est un mec et qui se met à pleurer, qui vous raconte tout le drame autour de ses parents ou de choses comme ça, en fait, il n'y a plus vraiment de question de les hommes font pas ça. Mais peut-être. Oui, mais avec des filles. Ou parfois il y avait d'autres, on était plus nombreux, voilà, il y avait d'autres garçons. Je pense qu'il y a aussi une libération de la parole et je pense que plus on arrive aussi, il y a peut-être moins de pression sur la masculinité de dire voilà, un homme ça fait ça, un homme ça fait pas ça, un homme c'est comme ci, un homme c'est comme ça. Donc peut-être que effectivement je me gourre, mais dans les relations qu'on peut avoir avec voilà, les gens qu'on a fréquentés de tous horizons, c'est quelque chose que moi j'ai perçu. Après peut-être que c'est aussi mon cercle de fréquentation qui m'amène ce biais-là, hein, c'est tout à fait possible aussi. Non, mon fils me raconte que ses amis, etc., ils parlent des sentiments. Mon fils qui vit en Allemagne, avec des amis, ils parlent de leurs sentiments, etc. C'est arrivé qu'effectivement, certains de ses amis pleurent carrément pour une relation qui a été en échec. Je pense qu'effectivement, comme dit madame, j'ai envie de dire il y a une question de génération. Oui, exactement. Oui, non, mais tout à fait. La virilité telle qu'on la concevait, mon EHPAD par exemple, je crois que ça commence à être passé de mode, avec ses avantages et ses inconvénients, puisque les hommes deviennent plus fragiles, sont différents de la génération, de ma génération et encore plus de celle de mes parents. C'est une évolution. Oui, non, mais tout à fait. C'est plutôt une bonne chose. Oui, d'autres questions. Oui, c'est une question de génération, mais c'est aussi dans l'imagerie populaire qu'on a tendance à penser que les femmes, quand elles se retrouvent entre elles parlent de fringues, de soldes, de sujets tout à fait superflus. Que les hommes, ils parlent davantage de foot, de choses comme ça, alors que non. Enfin, j'organise des salons de thé dans Paris où j'ai plus de femmes que d'hommes, mais les femmes peuvent très bien parler tennis et géopolitique, et les hommes, sans être homosexuels, forcément, peuvent s'épancher sur leurs sentiments. Il n'y a pas de sujet particulier attribué selon le sexe auquel on appartient. Enfin, moi, j'ai pu remarquer ça, et c'est tant mieux. Est-ce que quelqu'un veut le micro? Non, personne? Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Moi, j'aurais peut-être posé une question. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui veut se mettre à l'écriture? De prendre le temps, déjà, pas vouloir aller trop vite. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a à notre disposition pour publier en ligne, ce serait dommage de se priver de cet avantage-là, de se construire des relations et surtout d'écouter ce que les autres ont à dire, parce que souvent on a des auteurs qui commencent et pour le coup vous disiez que les auteurs sont modestes, mais souvent les jeunes auteurs, et on a tous eu ce travers,
on a l'impression on sait, c'est bon, on a besoin de personne. Et en fait, c'est quand on commence à être justement plus humble et à voir son texte comme un travail que voilà, on commence à l'aborder de manière plus technique, plus analytique, et donc voilà, de le mettre à disposition et d'être assez fort pour encaisser ce qui n'est pas forcément une critique malveillante justement, mais voilà, ce que les autres ont à dire. Donc oui, écrire, continuer à écrire, relire, corriger, jeter, écrire et publier en ligne et écouter ce que les autres ont à dire. Parfois c'est une toute petite chose, une personne, même un lecteur que vous ne pouvez pas blairer va vous faire un retour où vous sentez que c'est que désagréable, et pourtant cette personne elle va mettre le doigt sur le petit truc et vous dit « Ah, toi je t'aime pas mais tu m'as bien aidé ». Et c'est la meilleure des revanches. Et voilà, d'accepter la critique, le retour et de travailler. À partir de quand vous vous êtes senti écrivain? Je suis pas sûre que je me le sens. Ah bah là, c'est ça. Le moment bascule vraiment la première fois, c'est quand on vous propose un salon. Donc au moment où vous dites « Oh super, c'est mon premier salon, c'est top, je vais être en salon ». Et là, on vous installe devant la table, on vous file le stylo et les livres, et la première personne arrive. Et là, vous faites « Oh, merde, j'avais pas prévu, qu'est-ce que je vais écrire ?» C'est quoi une dédicace? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et là, on se dit « Ah, c'est vrai, en fait. Ah, c'est le moment. Il faut préparer des trucs. » C'est ça. Et là, c'est quoi votre prénom? Merci d'être venu. Là, c'est vrai. J'avais une question justement pour rebondir par rapport aux deux questions qui viennent d'être posées. Comment, par rapport à votre style littéraire propre, vous arrivez à vous détacher de vos influences littéraires qui, je pense, sont présentes quand on est écrivain, c'est incontournable, hein, ces influences-là. Donc, en fait, c'est deux questions dans une. Comment avez-vous senti avoir trouvé votre style littéraire propre, et comment votre style littéraire vous permet de vous détacher de ces influences? Alors, on tâtonne. Au début, je sais que j'aimais bien les choses un petit peu plus pompeuses, beaucoup d'adjectifs, j'aimais bien la belle littérature. Et plus ça va, plus j'aime l'écriture pratique. Donc, toujours avec des descriptions, mais quelque chose d'efficace aussi, qui partage bien le message et les descriptions. Donc là, c'est la partie plus analytique où vous allez regarder votre texte dans le blanc des yeux et dire non, ça sert à rien, allez, ça dégage. Et donc, trouver sa voix, c'est aussi trouver ce qui fait votre particularité. Moi, je sais que je parle comme un charretier, donc j'écris comme un charretier. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'argot. Et je sais que c'est une question qui était venue notamment sur l'appel du renard. Chez Mix, avant, on m'a toujours lâché la bride là-dessus. J'ai eu une paire royale. Je pouvais écrire tous les mots d'argot que je voulais, personne ne m'a jamais rien dit. Et c'est vrai que dans l'appel du renard, à plusieurs reprises, elle m'a dit non, tu peux pas écrire un paluche, c'est pas beau comme mot. Je dis, mais moi j'aime bien paluche, il y a quelque chose derrière ces mains-là, c'est pas juste entre main et paluche, c'est pas le même mot. Et c'est vrai que c'est quand on commence à se battre justement pour ces petites choses-là qui sont des petits détails qu'on sait qu'on a trouvé la voix qui va rester. Parce qu'en fait, à chaque fois, on cherche, on se dit il faut que je mette un truc alambiqué, il faut que ma phrase soit super belle. C'est pas forcément ça, c'est vraiment trouver ce qui va être constitutif et qui fait que quand on va vous lire, on va dire c'est telle personne qui a écrit et pas une autre. Je sais pas. Je sais que moi, par exemple, on parlait de Bourrizion au tout début. Je peux ouvrir une nouvelle où il n'y a pas de nom d'auteur. Je sais en 3 paragraphes que c'est Bourrizion parce que son style, il est tellement particulier, quoi. Donc en fait, je crois que c'est ça, c'est quand les yeux fermés, vous voyez un texte et vous dites c'est telle personne. Parce qu'il y a un petit peu l'esprit de la personne qui s'est mise dans ce texte aussi, quoi. Et je me demandais, c'est lequel, celui de vos livres dont vous êtes la plus fière aujourd'hui, à l'heure actuelle? Alors pour des raisons, en fait c'est pour des raisons différentes, il y a un peu la shortlist. Je sais que j'aime beaucoup l'appel du renard parce que c'est une trilogie et que c'est pas évident à mener une série, surtout quand l'histoire se suit sur les 3 tomes. Donc, je trouve qu'en conception d'histoire ça va être celui-ci. Mais vraiment, celui qui me tient le plus à cœur, c'est un qui va être édité chez Mix sous notre pseudo, c'est Œil pour Œil, qui est beaucoup plus rude, très noir, très très sombre. Et lui, il était plus proche, on m'a vraiment laissé la main, j'ai pu aller vraiment sur des choses très très très, très noires. Et là, je me sentais plus moi, justement, parce que même s'il y avait un aspect romance,
je pouvais être au moins aussi trash que j'avais envie sur celui-là. Donc je crois que ça restera mon préféré. Jusqu'au prochain. Et vous avez l'impression que vous avez progressé dans l'écriture? Ah oui, carrément, complètement. Enfin, je sais pas si c'est aussi le genre de le dire. Moi, j'ai cru le sentir dans Ah oui, L'appel du renard. En fait, celui-ci, c'est un peu particulier parce que je crois que les 3 premiers chapitres ont été écrits, je crois que j'avais même pas publié mon premier livre. Et la suite, je l'ai écrite 3 ans après. Donc, il y a vraiment un gap. Et aujourd'hui, moi, je suis incapable de relire mes premiers romans. Genre, j'ai envie de les brûler. C'est plutôt bon signe. C'est ça. Et non, en fait, c'est assez bizarre parce que j'ai un peu ce truc, souvent, j'écris un 5e du bouquin, je le pose pendant 6 mois, 1 an, j'écris autre chose entre deux, et j'y reviens, je le reprends depuis le début, et j'avance. Et cette série-là, ça m'a vraiment fait ça. J'avais 3 premiers chapitres, je les ai vachement retravaillés, mais il reste un fond où on sent qu'effectivement ça a vécu. Ah, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé que c'était assez fluide, justement, et... C'est peut-être parce que je le sais aussi. Très bien. Est-ce que vous avez un petit conseil de lecture avant de partir? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment qui vous plaît particulièrement, que vous voulez lire? Alors, en romance ou pas en romance? Ce que vous voulez. Ce que j'ai lu dernièrement, c'est chez un éditeur indépendant. Ça n'a rien à voir avec un roman, j'ai adoré. Ça s'appelle Sur les rails de Julien Hervieux. Et il raconte comment un ancien directeur marketing licencié s'associe avec un petit dealer et il monte un business de trafic de drogue. Et donc, c'est pas un polar, c'est comment ils montent leur business. C'est vraiment la construction, c'est très marketing. J'ai adoré, c'est tout à fait cynique. J'ai vraiment, je crois que je l'ai bouffé en 3 heures tellement j'ai adoré ce livre. Ça se passe en France. Ça se passe en Mais France. voilà. Ça se passe en France avec une partie sur les docks du Havre, donc ça me parlait bien. Vous êtes du Havre? Enfin, je travaille au Havre. Vous travaillez au Havre, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, petit conseil sur celui-ci. Et puis sinon, en roman, j'ai lu un truc très bien il n'y a pas longtemps, qui va être publié en France là, à l'été, parce que sinon c'est en VO. Et le titre ne me revient pas. En fait, ça se passe dans un labo de recherche en physique ou chimie, je me souviens plus exactement. Et il y a tout le contexte justement de la place de la femme, notamment dans la recherche aux US, qui est vachement mis en valeur parce qu'en fait, comme elle est doctorante et lui, il est déjà en poste, en fait, on l'accuse en sous-main de coucher avec lui justement pour avoir son poste, etc. Et lui dit non, mais moi je m'en lave les mains, je l'aide pas du tout, etc. Et voilà, il y a toute une dimension. Il est vraiment vachement bien, il est très drôle, c'est le genre de bouquin qu'on lit avec la banane d'un bout à l'autre et qui vous met de bon poil tout du long. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et j'arrive toujours pas à me rappeler le titre. The Love Hypothesis. Donc je pense qu'en français, ça va être l'hypothèse de l'amour. Oh, je méfie. Oui, je me méfie aussi, mais voilà, c'était ça, le titre. D'accord, très bien. Des questions encore? Des remarques? J'ai une question pour vous. Comment vous avez découvert cette autrice? Écoutez, je cherchais une autrice de romance. Et puis, j'avais eu une formation sur la romance qui était hyper intéressante avec une éditrice de Milady qui nous avait fait un cours hyper intéressant. Elle avait l'air très enthousiaste, Et donc, j'ai appelé Milady. La dame ne travaillait plus là-bas, mais par contre, je me suis dit, écoutez, j'aimerais bien recevoir une autrice qui aimerait bien venir en bibliothèque. Et la personne qui s'occupe des relations avec les bibliothèques, tout ça, m'avait dit oui, je connais quelqu'un, elle est jeune, elle parle bien, tout ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Toujours faire confiance aux éditeurs. Et ça m'a permis de lire un peu de romance. Voilà. Parce que bon, les bibliothécaires, il y a des choses ils lisent pas. Hein, ils en font la promotion, ils les lisent pas. Donc, il faut quand même se mettre un peu au courant. Vous inquiétez pas, lisez Twilight, parce que tout le monde va vouloir emprunter. Ah non, mais là, non. Ça va pas être possible. Parce que déjà, les films me tombent des yeux. Hein, donc, et puis,
non, là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de sexe, c'est pas possible. Pas possible. Parce que là, je l'ai disputé un petit peu parce que dans l'appel du renard, ça met du temps à arriver. Hein. Donc, je dis, quand même, c'est la moindre des choses. Quand même. Hein. Les promesses. Et ben. C'est très soporifique, un roman où il y a beaucoup de sexe. Oui, mais il faut quand même. Oui, mais bon. Et ben, alors là, j'ai appris justement le genre où il n'y a pas de sexe jusqu'à la fin, s'appelle le slow burn. Combustion lente. C'est un genre à part entière. On vous fait mariner pendant tout le bouquin. C'est les meilleurs. Moi, c'est ce que j'aime. Ça m'étonne pas. On va sur la joue à la fin. Ça m'étonne pas. Non, c'est important. Ça, c'était Barbara Cartland, ça. S'embrasse sur la joue à la fin. Monsieur le Duc. Voilà, avec le Duc. Donc oui, ça existe, si ça vous branche. Slow burn. Alors, j'ai appris des tas de trucs. Mais si on est impatient, il faut aller regarder un page principale. Bah, c'est ça, mais ça, c'est de la triche. C'est de la triche, on n'a pas le droit. C'est pas moral. Il y a des gens qui commencent le livre par la première page, ça existe encore? Ah, mais oui. Ah bon? Ah, bah, moi, je m'interdis lire la fin. Pardon. Et C'est la dernière page la plus intéressante à mon avis, savoir si vous avez acheté un livre. Et si je meurs, je ne saurai jamais la fin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, mais moi, je lis énormément de polars. Alors, si je commence par la fin, il n'y a plus aucun intérêt. C'est vraiment. Donc, alors, si vous voulez, donc, il y a les livres de Charlie Reinhardt. Si vous voulez une petite dédicace, hein, ça va être maintenant. Promis, je sais quoi écrire. Voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde? On y va? Eh bien, très bien. Hein, merci d'être venus. Hein, ce week-end de Pâques, entre deux tours. Il restait quand même des Arlenteliers à inventer. Merci à vous pour vos interactions, vos questions et merci d'être venus à cette rencontre.